De l'autre côté du tableau, c'est le podcast qui donne la parole aux maîtres, maîtresses, profs, bref à tous ceux qui font l'éducation aujourd'hui. Parce qu'on se souvient encore de la maîtresse grâce à qui on a réussi les divisions. Ou bien ce prof qui nous a fait adorer la physique ou le français, alors que franchement c'était vraiment pas gagné. Ici on inverse les rôles et on découvre les coulisses et les souvenirs que eux ont gardés. On se rappelle tous de ce prof qui nous a marqué, pas vrai ? Celui ou celle qui transformait la classe en un endroit où on avait hâte et envie d'aller. Aujourd'hui, dans ce tout premier épisode, on va justement plonger dans l'univers de l'enseignement avec Christelle, une maîtresse qui a illuminé sa classe pendant 38 ans. Eh bien, Christelle était cette enseignante dont tout le monde rêvait. Mais au-delà des souvenirs de classe, cet épisode vous emmène dans le parcours personnel de Christelle. Comment ça se passe quand on arrive en ZEP pour la première fois ? Quelles sont nos réactions quand on se retrouve face à une classe qui ne parle pas français ? Comment on apprend l'adaptabilité à 21 ans ? Et surtout, comment on fait pour devenir une bonne maîtresse ? Tout autant de questions que s'est posée Christelle il y a 38 ans quand elle a débuté sa carrière de professeur des écoles. Parce qu'on se rappelle tous de ce prof qui nous a marqués. Ici, on passe de l'autre côté du tableau avec Christelle. Alors, est-ce que dans un premier temps, déjà, tu peux te présenter un peu d'où est-ce que tu viens et comment t'es venue l'envie, ou pas d'ailleurs, de faire ce métier ? Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 59 ans et je suis depuis 38 ans dans l'éducation nationale. Je ne suis pas arrivée là par hasard puisque j'ai des parents dans l'enseignement. Ma mère était professeure, mon père était proviseur et j'ai fait des études linguistiques et j'ai fait des études de langue, particulièrement de langue étrangère, pour accéder à un métier tout autre qui était celui de personnel navigant. Arrivé en 4e année de fac, je n'avais que quelques heures de cours dans la semaine, et ce à quoi mon père m'a suggéré, pour financer un peu ma vie parisienne, de passer le concours d'éducation nationale. Donc j'arrive à 21 ans au concours, et puis me voilà parachutée dans une vie à laquelle je n'avais absolument pas pensé, mais qui a fait ses preuves, puisqu'aujourd'hui j'y suis encore. Ok. Oui, justement, tu vas nous parler un petit peu de comment ça a débuté tout ça et surtout est-ce que tu as eu le début de ta carrière, est-ce que ça a vraiment été un choc ou ça s'est fait plutôt en douceur avec des choses auxquelles tu t'attendais ? Comment ça s'est passé ? Alors je ne m'attendais strictement à rien. Ça n'a pas été un choc, c'était un univers que je ne connaissais absolument pas, mais bon, à 21 ans, il y en a tellement qu'on ne connaît pas que c'était pas étonnant. Ce qui a été un peu une petite douche froide, c'est que après avoir consciencieusement passé les étapes pour être titulaire, je me suis retrouvée mutée dans un établissement inconnu. Et après quelques éclaircissements de la part de mon père, je me suis rendu compte que c'était une école plongée au milieu d'une cité énorme, avec une vie interne qui ne correspondait à rien de ce que je connaissais. Ok, donc tu t'es retrouvée en ZEP alors ? En ZEP, dans un établissement de 36 classes, donc une usine, mais que primaire, c'est-à-dire qu'on allait du CP au CM2, avec un directeur qui faisait office de tout, et puis par contre une équipe enseignante super soudée. Donc ça, c'est un bon démarrage malgré tout. Et puis j'ai appris aussi à rencontrer des enfants non francophones, à rencontrer des élèves, des enfants non francophones, mais des élèves non francophones aussi, ce qui est pas la même chose. Les enfants non francophones dans la cour de récréation se comprenaient tous bien. En revanche, les élèves en classe, c'était pas la même chose. Parce que t'as une petite précision juste, du coup, toi, tu es arrivé, est-ce qu'on t'a assigné une classe entière, un niveau spécifique, ou comment ça s'est passé ? Bien sûr, on arrive effectivement dans une école avec un niveau qui nous est, allez, faut pas se leurrer, somme toute, imposé. Et moi, j'ai hérité d'une classe d'initiation, ce qu'on appelait à l'époque, et qui rassemblait un petit nombre d'élèves, c'est-à-dire qu'il y en avait une quinzaine, un petit nombre d'élèves non francophones. Ok, mais ils avaient quel âge du coup ces élèves ? Alors ça ratissait de 6 à 12 ans. Donc c'était pas un niveau très Ça défini. n'est pas un niveau. C'est une classe d'accompagnement du coup sur d'apprentissage de la langue française, langue étrangère. D'accord, ok. Ah oui, donc en plus ça aussi c'était quelque chose de nouveau parce que j'imagine que c'est vrai que on n'est pas du tout formé, mais moi je ne me souviens pas du tout avoir même eu connaissance de ce genre de classe. Et les enfants étaient non francophones, donc la plupart débarquaient sur le sol français, mais beaucoup même étaient déjà en France, mais non scolarisés depuis un certain temps. Donc voilà, donc c'était des jeunes arrivants, j'étais une jeune arrivante, et on s'est retrouvés. Effectivement, quand on regardait les programmes, voilà, c'était quelque chose qu'on mettait dans le tiroir du bureau, on refermait le tiroir, et puis voilà. Et puis on se disait que la journée commençait
commencer, on allait s'entendre, on allait retrouver quelques mots, quelques situations qui nous permettaient de communiquer tous ensemble. Il y avait plusieurs nationalités différentes, donc les enfants n'étaient pas forcément regroupés sur eux-mêmes. Ils étaient assez ouverts et ils étaient contents que je sois là pour les aider à parler et puis voilà. Et ça a commencé comme ça. Donc finalement, c'était vachement plus un métier de prof de français presque que d'enseignante dans primaire. Mais les classes d'initiation, c'est ça. C'est une classe avec un prof, ce qu'aujourd'hui on appellerait un prof FLE de français langue étrangère. Ah, FLE. Ok, donc arrivé un peu sur les chapeaux de roue à 21 ans dans un endroit que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, avec des noms francophones, donc qui rajoutent en plus une difficulté. Et au niveau ambiance, est-ce que du coup il y avait une sorte d'entraide ou et le but c'était vraiment de finir la journée le plus vite possible? Non, justement, ça c'est l'avantage dans les zones prioritaires, c'est que il y a des équipes d'enseignants qui sont vraiment soudées. Je n'étais pas la seule arrivée cette année-là, on était 4. Bon, en même temps sur 36 classes, c'était un peu normal. On était 4 et 4 jeunes, c'est-à-dire entre 20 et 23 ans quoi. Et donc on s'est retrouvés effectivement tous les 4, mais on avait aussi les autres enseignants de l'école qui étaient vraiment là pour nous aider quoi. Et puis c'était il y a très longtemps, mais il y avait déjà en place ce qu'on appelle aujourd'hui les cycles, c'est-à-dire que jamais on avait toujours la même classe. Quand on avait un CP, on suivait obligatoirement nos élèves sur le CP et le CE1 pour l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de l'écriture. Et puis pour la plupart de ces enfants-là, français c'était la langue de l'école. Ça n'a jamais été la langue de la rue, encore moins la langue de la maison. Hein. Donc il était important que tous, autant qu'on était, on soit là pour aider ces enfants. Et puis c'est une époque aussi où on travaillait le samedi matin. Or, le samedi matin, c'était un moment de la semaine où on pouvait rencontrer les parents, ce qui était très rare, mais on en profitait. Et en règle générale, le samedi matin, on était plus assistante sociale. C'est-à-dire qu'on recevait les parents qui étaient pour beaucoup non francophones, on remplissait des fiches de sécu, des lettres, on écrivait des lettres pour les parents pour une administration quelconque française. Le samedi matin, rarement on enseignait. On avait de toute façon en classe les enfants, mais on avait aussi les parents qui venaient du coup. Qui venaient. Et puis l'idée de dire que l'école c'est que pour les enfants et que c'est porte fermée, c'était complètement faux. Là, c'était au contraire porte ouverte. C'était une façon aussi d'intégrer les parents à l'école, mais aussi de comprendre que les enseignants étaient là pour aider tout le monde, et les parents et les enfants. Les enfants d'abord. Oui, donc en fait c'est ça, c'est que au-delà d'un poste pédagogique envers les enfants, là tu te retrouvais sur un poste où juste tu aidais des gens au sens le plus large. C'est pour ça que c'est pour ça que quelque part la désignation d'un métier social était en première ligne quoi. Là, on était encadrant avant d'être enseignant. Et on encadrait les parents effectivement pour plein de choses, mais les enfants toute la semaine on les encadrait aussi parce que on leur fournissait des références de notre terrain. Ok. Et ça du coup c'était en quelle année? Alors ça c'était en 84. Ok, donc ça c'est finalement ta première année d'enseignement. Alors je crois que c'est janvier 85 puisque j'avais fini ma formation fin 84, donc ça doit être janvier 85. Ok. J'ai passé 6 ans. Mais 6 ans et je n'ai pas vu les années passer et je me suis fait des amis collègues. J'ai appris, j'ai expérimenté. Je me suis cassé la figure un nombre incalculable de fois. On n'avait pas du tout les mêmes références. Comme j'étais à Dreux et que j'habitais Versailles, je faisais mon trajet en train, sauf le samedi matin où j'y allais fréquemment en voiture. Et un jour où j'avais changé de voiture, j'avais une belle petite voiture rutilante rouge. Je suis arrivée avec le matin à 8h30 et à 11h30 quand j'ai récupéré ma voiture, il me manquait tous les sigles sur la voiture. Non, tout était fait. Tout piqué sur le parking de l'école. C'était un parking ouvert, mais de l'école. Et donc le lundi matin, j'arrive à l'école et puis je dis aux enfants, au fait, je voulais vous dire, voilà, je me suis acheté une petite voiture rouge qui était sur le parking samedi matin, mais elle a été un peu dégradée, il me manque tous les sigles. Et là, j'ai 10 voix qui s'élèvent en disant « Ah, c'est à toi la voiture rouge, mais fallait nous le dire !»
Et pourquoi donc, vous leur ai-je dit? Eh ben, parce que, mais t'inquiète pas, maîtresse, on va te ramener tes cygnes. Et l'après-midi, j'avais un énorme sac de je ne sais quoi, posé sur mon bureau avec dedans des dizaines et des dizaines de sigles. Pas que Et les donc, tiens, du coup. il y avait pas que les miens. Et donc, j'ai bien repéré les sigles tout neufs, tout brillants de ma voiture, que j'ai pris. Et j'ai dit aux enfants, bon, je vous rends le sac, ça n'est pas à moi, ça, donc vous avez les remettre et là, vous les avez tous. Voilà. Et notre quotidien était truffé de petits gags comme ça, mais ça... Compliqué, quoi, quand t'arrives... Alors, c'est compliqué, mais en même temps, ça montrait que on avait une valeur pour les enfants et qu'ils nous respectaient malgré tout. Voilà. Ouais. Et ça, c'était très important. En fait, c'était notre premier devoir dans cette situation-là, c'est de se faire respecter. Alors, ça ne passait pas par la violence, ça ne passait pas d'abord parce que les parents n'avaient pas besoin de nous pour être violents avec leurs gamins. Hein. Et donc, du coup, ça nous apprenait à modérer nos propos et surtout à chercher ce qui était important de ce qui ne l'était pas. Voilà, et au bout de toutes ces années passées là, qui sont passées très très vite, je le répète, hein, donc ça t'a pas du tout pas désillusionné, mais un peu découragé sur le métier en disant waouh, c'est quand même compliqué. Là, j'arrive dans un cadre que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, et surtout la question c'est comment toi t'as réussi à te faire respecter parmi tout ça, parce que pour qu'ils te rendent tes insignes, c'est que d'une part ils te respectaient et d'autre part ils t'aimaient bien. Donc c'était quoi finalement? Le côté respect inclut effectivement qu'ils aiment bien aussi. Ouais. Alors ça n'est pas de l'intégrale hein, tout le temps, mais ça pour eux c'est important. Et c'est vrai que avec les enfants, alors j'ai commencé comme je le disais tout à l'heure par une classe d'initiation, ce qui fait que j'ai été en contact tout de suite avec des enfants non francophones, donc j'ai appris un langage qui n'est pas que oral, qui est physique, qui est gestuel, et qui fait que pour avoir un intérêt, je me positionnais, mais physiquement. Et les enfants que j'avais en classe, quand ils voulaient mon attention, simulaient exactement les mêmes positions, les mêmes gestes que moi je faisais. C'est-à-dire qu'ils s'approchaient de moi, ils se mettaient face à moi, ils me posaient souvent la main sur le bras. Okay. Et quand on était en cours de récréation, qu'ils venaient me voir, ils avaient exactement ces mêmes gestes. Et par mimétisme, beaucoup de leurs copains et copines, qui eux étaient scolarisés dans d'autres classes, oui, parce que la classe d'initiation, contrairement à ce qu'elle est aujourd'hui, là c'était une classe fermée. Aujourd'hui, les classes d'initiation, on dit que ce sont des classes ouvertes, c'est-à-dire qu'ils passent quelque temps dans une classe particulière pour apprendre le français, mais sinon, la plupart du temps, ils sont dans une classe lambda. Leur cours. Okay. Voilà. Alors que là, ils n'étaient qu'avec moi. Et dans la cour de récréation, quand leurs copains, copines les voyaient faire avec moi, après, c'est exactement la même chose avec moi. C'est-à-dire que même s'ils parlaient très bien français, comme moi je pouvais l'entendre, ils avaient exactement les mêmes gestuels. Et ça a fait qu'au bout d'un moment, les enfants avaient une espèce de contact plus physique peut-être. Okay. qu'avec mes autres collègues. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai appris. Je suis quelqu'un d'assez patient en général, donc j'ai appris à écouter, à me concentrer sur des situations particulières qui faisaient que je savais importantes pour une espèce de cohésion de groupe. Ça, c'était important. Et je pense que ça a fait que, au fur et à mesure, je n'ai pas eu trop besoin d'élever la voix. Bon, moi, j'ai une voix grave qui, quand je parle, de toute façon, porte tout de suite. Inspire un peu l'autorité aussi. Déjà, voilà. Elle est peut-être c'est peut-être une autorité un peu naturelle, effectivement. Et après, qu'est-ce que t'as fait du coup après ces 6 années? Est-ce que tu pouvais justement choisir un petit peu plus ton cursus? Enfin, t'avais envie de quoi? T'en étais où au bout de ces au bout de ces 6 années, faut savoir que ces 6 années, au bout j'ai été reconduite la seconde année et à chaque fois après j'ai postulé, j'ai été titularisée de toute façon. Donc j'avais mon poste à titre définitif, c'est-à-dire que je pouvais y rester 40 ans si je le souhaitais. C'est moi qui à un moment donné ai demandé à partir. Alors si j'ai demandé à partir, c'est pour une bonne raison, c'est que je suis tombée enceinte. Et que, habitant quand même à 80 km de là, il fallait absolument que je minimise tous mes trajets. Mon congé maternité est tombé au mois de février. J'ai été en congé au mois de février et je n'ai pas terminé l'année. Et je ne suis pas revenue de l'année puisque j'ai accouché au mois d'avril et que j'ai pu avoir un congé qui fasse la jonction avec les vacances scolaires. Ok. Et du coup, pendant ces 6 années-là, t'étais toujours en classe? Non, j'ai fait juste la première année. J'ai intégré un CP. L'année d'après, j'avais un CE1 puisqu'on suivait nos élèves. Et puis, j'ai fait ça 4 fois.
Ok. 5 fois. Même. Donc finalement, tu avais ta place, tes habitudes. C'est juste la distance géographique qui t'embêtait plus qu'autre mais chose. bien sûr, j'aurais pu y rester. Si je n'étais tombée enceinte, j'y serais restée. Ça n'a jamais été négatif, dans le sens où ça a été une surprise, cette affectation. C'était une surprise de me retrouver dans une classe, franchement, dont je n'avais jamais entendu parler. Et c'était un autre métier. C'était pas un métier d'enseignante. C'était un métier d'encadrante, c'était un métier social. C'était un métier d'apprentissage, de communication. Mais autant pour eux que pour moi. Voilà. J'ai fait de gros progrès grâce à eux aussi, moi. Et d'accord, donc là tu tombes enceinte et finalement c'est quoi la suite alors? Je tombe enceinte, là je demande une mutation. Et donc, à cette époque-là, je quittais un département déficitaire, donc je n'ai pas eu l'autorisation de sortie. Mais comme j'intégrais un département déficitaire aussi, j'ai eu l'autorisation de rentrer. Mon directeur n'a pu m'aider à avoir l'autorisation de sortie, donc j'ai intégré Versailles pour la rentrée d'après. Or, je reçois mon avis d'affectation qui était à Mantes-la-Jolie au Val-Fouret. Faut savoir que Mantes-la-Jolie, le Val-Fouret, c'est l'équivalent des Chamards à Dreux. C'est une zone prioritaire, mais dans un autre département. Alors, autant dire que c'était pareil, hein, au niveau trajet, ça me faisait quasiment la même chose, donc aucun intérêt. Je fais un petit saut à l'inspection en disant, mais écoutez, moi je suis très embêtée, c'est que je me retrouve avec une affectation, j'ai un bébé qui a 4 mois, j'avais demandé un changement de département exprès pour pouvoir être plus proche de mon enfant et rester un peu près de chez moi, et là je me retrouve avec les mêmes soucis. Donc la dame me dit bah oui mais bon vous savez une première affectation. Je lui dis attendez non c'est pas une première affectation. Première affectation dans l'académie ok mais pas plus hein. Et elle me dit bah oui bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors elle me dit mais vous pouvez remonter un peu plus haut, aller voir à l'inspection. Je vais voir un peu plus haut à l'inspection et là je me retrouve avec la même personne qui me sert le même discours. Et bah peut-être hormones étant, hein, je me mets à pleurer, je fonds en larmes en lui disant non mais écoutez si c'est ça bon sortez-moi la lettre de démission, moi je vous la signe tout de suite, il y a pas de problème. Ah oui carrément. Et là elle se lève, elle est très attentionnée, la personne que j'ai vue me calme, me sert un petit verre d'eau, me donne un mouchoir et elle me dit mais attendez madame, on va essayer de trouver quelque chose pour vous. Elle me dit rentrez chez vous, je vous appelle de toute façon avant la rentrée. Okay, sympa quand même. Oui, moi, mon but n'était pas de jouer une madeleine devant elle, mais c'était de lui faire prendre conscience de la situation complètement absurde. Compliqué. Bon. Et donc ça, c'était une bonne semaine avant la rentrée. La veille de la pré-rentrée, je reçois un coup de fil de l'inspection académique, chose qui n'arrive quasiment jamais, sauf pour nous dire que notre boîte mail est saturée, mais sinon, jamais ils nous appellent. Et j'ai une personne au téléphone que je ne connaissais absolument pas, que je n'avais pas croisée ni vue, qui me dit alors madame, vous avez votre affectation pour telle école. Et je lui fais répéter le nom de l'école, l'adresse, et puis je lui dis merci. Et elle me dit vous vous présentez demain à cette école-là. Wow. Alors je lui dis mais je n'ai pas d'arrêté de nomination, rien. Elle me dit vous inquiétez pas, on a tout envoyé à l'école, la directrice l'a reçu par mail, il n'y a pas de souci. Très bien. Et je raccroche, et là, je m'interroge parce que je me dis, mais l'école dont elle m'a parlé, c'est celle qui est à 200 mètres de chez moi, là. Génial. Oui, donc super. Et donc, alors le gag veut que mon père qui parlait toujours de l'éducation nationale, avec un côté très franc, très net et très juste. Je l'appelle puis je lui dis tu sais papa l'éducation nationale c'est comme partout ailleurs hein. Tu cries un peu ou tu pleures un peu et puis t'as ce que tu veux hein. Voilà. Et donc effectivement le lendemain à la pré-rentrée je me présente à l'école à 200 mètres de chez moi et la directrice me dit ah oui c'est vous j'ai reçu votre affectation hier bah dites donc c'était juste et tout et voilà et donc je suis arrivée à Versailles. Ok, première école à Versailles. Et là première école à Versailles et alors là grande désillusion, parce que là, je rentre dans le vrai métier. C'est-à-dire qu'à Versailles, je me suis retrouvée avec des parents d'élèves qui attendaient de moi le boulot d'enseignante. Donc, des parents d'élèves qui venaient me voir à 11h30 et à 4h30 pour me dire « Ça a été ce matin, tout s'est bien passé, mon fils ou ma fille a bien écouté, il a été attentif, le travail pour ce soir s'est bien noté dans le cahier. » tout. Ah oui. Là, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Ou je veux retourner à Dreux, c'est juste pas possible. Les mots pressent.
Voilà, donc mes débuts de vraie enseignante, parce que là c'était un vrai travail d'enseignement à Versailles, ont été très très difficiles, parce que là les programmes, j'étais plongée dedans H24, j'ai fait des programmations, j'ai fait des répartitions, j'ai eu des inspections. Ah bah oui, parce que sur les 6 ans à Dreux, je n'ai jamais vu un Une inspecteur inspectrice? ni une Ouais. inspectrice, personne. Donc ma première inspection a eu lieu à Versailles l'année où je suis arrivée. Alors je vais pas vous mentir, je dirais, je crois que c'est le 20 décembre, c'est-à-dire le vendredi, jour des vacances de Noël. Voilà. Et donc là, après avoir fait mon assistanat à Dreux, je me suis retrouvée à apprendre des chants religieux avec la chorale de l'école Le grand écart, non? pour Noël, Attends. le grand écart. Mais bon, voilà. Et bon, je dis ça, mais j'y ai passé plus de 30 ans derrière à Oui. Versailles. Oui, donc finalement, t'as passé quasi toute ta carrière à Versailles. Tout à fait. Ok. Toi, il y a un moment dont tu te rappelles où justement tu t'es un peu senti fière, ou une anecdote à nous raconter. Tu t'es dit, ah oui, là vraiment, j'étais très fière de moi et fière de faire ce métier et des valeurs que ça transmet, ou justement un épisode qui t'a marqué parce que difficile et parce que t'as réussi à t'en relever. Eh ben voilà, c'est en fait tout se résume dans cette première année à Versailles. Alors cette première année à Versailles, j'ai eu beaucoup de mal alors pas à m'intégrer parce que j'habitais Versailles, je connaissais la population. En revanche, mon statut d'enseignante était vraiment mis sur piédestal, et j'avais des devoirs, pas vis-à-vis de mes élèves, mais vis-à-vis de mes parents d'élèves. Et ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment pas du tout en tête, et je n'avais pas du tout eu l'habitude d'avoir jusqu'à présent. Donc le premier trimestre a été très 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 difficile, et puis au mois de janvier, alors, j'étais très branchée art plastique. Donc, je faisais beaucoup de choses avec les arts plastiques. Dans ma classe, cette année-là, j'avais un petit enfant autiste et qui s'est révélé complètement avec les arts plastiques. Et sa maman est venue me voir un jour et elle me dit oh, je voulais vous remercier pendant les vacances de Noël. Donc, c'était au mois de janvier, pendant les vacances de Noël. On est allé à Pont-Aven et on a beaucoup travaillé sur la mer et tout. Et Quentin, donc son fils, a fait beaucoup de peinture et il a adoré ça. Et elle me dit, et d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait des classes découvertes qui s'organisaient là-bas. Et elle me dit, je vous ai ramené toutes les brochures. Je me suis dit qu'un jour ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc je me renseigne et puis je me dis, allez, banco, j'essaye. Je présente le projet, je fais une réunion, je présente le projet à mes parents d'élèves. Bingo, tout le monde très emballé. Ok, vous nous dites quand est-ce qu'il faut qu'on vous fasse le chèque, parce que bon, clairement à Versailles, s'il y a des facilités, c'est bien au niveau des paiements, des classes découvertes. Alors de temps en temps, on dit en blaguant entre nous, si on peut les débarrasser pendant une semaine de leurs enfants, ils sont ravis. Mais bon, comme tout le monde. Hein. Et donc, j'organise pour le mois je crois que c'était pour le mois de mai. Je m'y suis prise au mois de février. J'organise pour le mois de mai 5 jours à Pont-Aven. Et alors ça a été la révélation. Mais la révélation pour les enfants comme pour moi, parce que partir 5 jours, moi je laissais une petite fille d'un an tout juste, mon mari qui travaillait quand même, donc un peu d'organisation perso à mettre en place à la maison, mais quelque part avec un bébé d'1 an, j'étais contente aussi moi de partir pendant une semaine, aller prendre l'air avec mes 28 petits. Ah oui, 28 quand même. Bah oui, j'en ai 28. Mais je suis partie avec donc deux, on était 3. Je n'ai pas emmené de parents d'élèves. D'accord. À leur grand désespoir. Mais bon, mais moi, je pense. Moi, j'étais ravie de pas avoir de parents dans les pattes. Et puis, on a passé une semaine juste incroyable. J'ai découvert des ateliers super intéressants. J'ai découvert un centre d'accueil hyper intéressant avec des personnes très motivées, très motivantes. Et puis juste génial avec les enfants. Donc et du coup là, t'avais effectivement ce petit garçon autiste qui participait au voyage et qui n'avait pas d'autre encadrement que toi. C'est ça. Les 2 personnes sur place et les 2. C'est ça. Mais à cette époque-là, en 91, on n'avait pas d'encadrement particulier. Okay, Du tout. Hein. Okay. 92, c'était. Ouais. Non, mais c'était et c'était pas un autisme profond comme on peut en avoir en classe interne maintenant. C'était un petit enfant qui avait on dira des troubles autistiques. Ok, d'accord. Alors effectivement, j'étais sa seule référente, c'est-à-dire que il dormait dans une chambre avec
3 autres petits garçons. Enfin, ils étaient 4 par chambre. Ok, oui, Donc, t'es mélangé 3 autres avec... petits garçons. Mais moi, je dormais dans la chambre avec eux aussi. Donc, ils savaient que j'étais là. D'accord, ok. La première nuit, je sais qu'il est venu me voir 2 ou 3 fois. Ok, oui, Voilà, c'est pour vrai. être assuré. Mais après, je ne l'ai plus vu de la semaine. Hein. Ça a Ok. été... Et parce que niveau, c'est bête peut-être, mais niveau tout ce qui est douche pour aller aux toilettes, enfin, il avait pas besoin de soutien Alors, spécifique. c'est des alors je précise quand même, c'était des enfants de CE1, c'était des enfants qui avaient 7 ans. Donc c'est des Ouais. enfants qu'on assistait quand même beaucoup dans les Ok. douches, on passait derrière dans les toilettes pour expliquer quand même que c'était bien de tirer la chaise d'eau. Enfin voilà, des détails quoi, des détails. Ok. Et donc finalement, ouais, cette semaine, t'as réussi vraiment à t'occuper de donc ce petit garçon qui avait des troubles autistiques et de tes 28 autres élèves. Bah, Pour la 27 première autres. fois, Bah oui, pour les bah 27 oui. autres, pardon, pour la première fois, et du coup tout ce qui était activité, etc., c'était toi, c'est toi qui gérais en fait, enfin Mais qui a en tout cas alors gagné non, franchi à tout ça. moi justement, j'avais un programme d'encadrement sur site qui était juste parfait quoi. Ok. Il y avait 4 animateurs qui intervenaient par groupe, Ok. c'est-à-dire qu'on avait coupé la classe en 4 groupes et les groupes tournaient. Donc ils étaient pris en charge par petits groupes et puis il y avait un adulte à chaque fois dans chaque groupe plus un intervenant plastique. Voilà. Et puis le soir, on allait se promener sur le port, on allait voir, on est allé plusieurs fois à la criée. On a vécu une vie tout à fait lambda. Une vie de vacances. Une vie de vacances, ouais, Une vie de finalement. vacances. Les enfants disaient une vie de vacances. Et ça, c'est une vie qui a fait que, qui a fait que de toute façon, presque les plus de 30 années qui ont suivi, j'ai fait des classes découvertes tous les ans. Parce que ça crée une cohésion au niveau du couple, du groupe. Oui, c'est un peu... C'est presque pareil. C'est presque pareil, exactement. Et c'était quelque chose qui était notable vis-à-vis des familles. Et quand on rentrait, les familles, alors j'ai fait ça avec des CE1, avec des CE2, avec des CM1, avec des CM2, toutes les classes, et le retour était toujours le même. Le retour de classe découverte, les enfants avaient besoin d'une bulle, c'est-à-dire que pendant 48 heures minimum, ils se mettaient tout seuls parce que tout d'un coup, ils se sentaient orphelins. Ils avaient perdu leurs 27 frères et sœurs, ils avaient perdu la maman et c'était très douloureux, même souvent les retours comme ça. Mais ouais, comme une fin de colonie de vacances finalement. Ouais, mais c'était que 5 jours, mais 5 jours qui étaient qui étaient une vie à 1000%. On vivait 24 heures sur 24 tous ensemble. Et on avait besoin les uns des autres. Et quand on rentrait, on se sentait séparés. Et même moi, adulte, enseignante, quand je rentrais, c'était très difficile. Je savais que j'étais attendue aussi. Je savais que on allait s'occuper de moi. Mais en fait, ce moment-là, longtemps après, mon mari, mes enfants l'ont bien compris. Longtemps après, ce week-end-là, j'étais pas opérationnelle. On faisait toujours une réunion avec les parents où on exposait nos œuvres, où on montrait un film, des photos, on racontait. Et les parents disaient c'est juste incroyable ce qu'ils ont vécu. Voilà. Avec un petit pincement de jalousie. Moi, j'étais très fière de ça. Ouais, c'est très beau et puis surtout ça fait vraiment ce sentiment de cohésion en fait que je pense que chacun cherche quand il devient enseignant aussi, c'est de réussir à créer cette proximité qui est pas simple à mon avis. Mais qui est très belle du coup. Alors évidemment, c'est ça, la suite, c'est-à-dire la partie post-voyage, était bien plus simple à gérer. D'abord parce qu'on avait découvert des enfants qu'on ne connaissait pas du tout dans la classe, et certains qu'on redoutait en classe se retrouvaient finalement bien plus appréciables dans cette situation-là, et du coup les comportements post-voyage changeaient complètement. Ah oui, ça c'est super. Ouais. Finalement, c'est vraiment ça qui, dont tu te rappelles le plus avec le plus de souvenirs heureux, on va dire. Alors, c'est que ça change le mindset. Voilà, tout à fait. J'ai fait pendant très longtemps des classes de CE1. J'enseignais en CE1. Et cet âge me plaisait beaucoup. C'était un programme très intéressant. Et à côté de ça, on avait des petits enfants qui sortaient vraiment de la petite enfance et qui devenaient des petits entonnoirs. Ils étaient prêts à tout avaler. Ils étaient intéressés par plein de choses. Et donc, le projet de classe découverte portait tout son sens à ce moment-là. Plus tard, je suis restée très longtemps aussi en CM1 et j'ai fait exactement la même chose avec un projet qui était très différent là, mais qui était porteur et qui véhiculait
toutes mes années à chaque fois. En revanche, là où j'ai changé un peu mon fusil d'épaule, c'est qu'après, j'ai dû faire sur les 2-3 premières années des voyages en fin d'année. En revanche, après, je les ai fait plutôt au mois de mars. C'est-à-dire qu'on avait un temps qui nous permettait de bien se connaître. Entre le début de l'année et Noël, on apprenait à bien se connaître. À partir de Noël, je mettais en place ce qu'on allait faire en classe découverte avec vraiment l'idée de la classe découverte. Et puis, après, j'avais vraiment du temps pour profiter de toutes ces acquisitions et de toutes ces nouvelles relations qu'on avait fait pour finir mon année scolaire. Et c'est vrai que c'était un fil conducteur de toute façon toute l'année. Voilà. Et c'est vrai que du coup, c'était une chance de pouvoir partir quasi tous les ans. Ah mais j'avoue avoir peaufiné mon projet pour qu'il soit accepté à chaque fois, et par l'inspection et par les parents d'élèves. Ouais. Okay. Les élèves, je n'ai jamais été inquiète. Oui, de toute façon, c'est vrai que c'est toujours, même moi quand je pense à mes années primaires, c'est les souvenirs les plus heureux parce que c'est des mini vacances en fait durant l'année. Ok, et ben hyper intéressant. Et du coup aujourd'hui, tu en es où? Du coup, de ce fameux parcours. Aujourd'hui, eh bien, donc j'ai passé 32 années à Versailles. Okay. Et puis, un beau matin, eh bien, ma fille aînée, qui m'avait fait arriver à Versailles, m'a annoncé qu'elle était enceinte. Et donc, j'avais changé de statut. Et à ce moment-là, je me suis dit, eh bien, j'ai passé les années Covid de façon, l'année Covid pas terrible, l'année d'après très difficile parce que des enfants qui avaient eu cette sensation d'être un peu abandonnés par l'éducation nationale. L'année d'avant, là, il a fallu renouer des liens, il a fallu réapprendre à travailler. Ça avait été difficile. Et puis, en 2022, ma fille m'annonce qu'elle est enceinte. Je conçois que ça peut être un autre métier et que finalement, je peux très bien partir à la retraite aujourd'hui. Donc voilà. Donc quand elle me dit je suis enceinte, j'accouche au mois de juin, j'ai dit mais ça va être le meilleur des mois pour m'arrêter. J'avais cette année-là une classe absolument adorable avec des élèves juste super. Je me suis dit mais c'est voilà, je finis sur une bonne note. Je finis sur une bonne note et puis c'est un métier que j'ai adoré. Et c'est un métier que je veux regretter. Je ne voudrais en rien partir écœuré, saturé, blasé. OK. Trop bien. Ouais, du coup, donc voilà, donc aujourd'hui, je suis jeune grand-mère et jeune retraitée. Super. C'est beau comme mot de fin. Tu as vécu quand même une belle carrière. Est-ce que si justement tu avais un mot à la jeune enseignante que tu étais à l'époque, ou alors un petit clin d'œil à faire, qu'est-ce que tu te dirais là tu te revoyais au tout début de ta carrière Je me dirais rien de plus que ce que j'ai fait, c'est-à-dire à chaque fois je me disais allez vas-y, si ça se passe mal c'est pas grave, tu auras un demain, et si ça se passe bien génial, ça t'aidera pour demain. Donc on avance au jour le jour et alors aujourd'hui il y a beaucoup de projets qui aident, qui sont des fils conducteurs, qu'il ne faut jamais dénigrer parce que c'est un projet d'école, c'est un projet, même si ça n'est qu'un projet de classe, ça aide à voir demain et ça aide à voir la fin de l'année aussi. Oui. Et nous, on a une grande chance quand même dans notre métier, c'est que chaque année, on change de métier. Ouais, à chaque fois qu'on change de profil de classe, on peut changer soi-même, on peut avoir d'autres idées. C'est ce qui fait que tu tiens entre guillemets toute la vie sur un même métier. Tous les ans, c'est quasiment et puis malgré tout, mais tous les ans, on a fait des choses qui nous ont servi. Oui. On a fait des choses qu'on va récupérer pour l'année d'après et on a échoué aussi. Et ça, on sait ce qu'il ne faudra pas faire l'année d'après. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit nous sert. Un grand merci Christelle pour ton témoignage et cette carrière bien remplie. Merci pour tes paroles pleines de sagesse et de résilience qu'on peut finalement étendre à beaucoup de situations. Il y en a une justement que j'ai beaucoup aimée, c'est cette phrase « Si ça se passe mal, pas grave, il y aura demain. Et si ça se passe bien, génial, ça t'aidera pour demain. » Donc merci pour ça et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.